Bonjour. Bienvenue sur le Paper Hero pour ce 20e FIFO. J'ai le plaisir de recevoir Ari Rimbaud, Heretu Tetahiotupa, Larry Cooper et Toari Powira pour une table ronde, enfin une rencontre sur 20 ans après, une nouvelle génération prend la parole. Je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et présenter vos métiers, vos activités professionnelles à chacun. Arrêt. Yorana, donc je me présente Ari Rimbaud, j'ai 32 ans, je suis réalisateur de reportages TV et de documentaires et de films commerciaux en tout genre patentés. J'ai fait un majeur en études cinématographiques à l'Université de Montréal et puis je travaille dans l'audiovisuel polynésien depuis 2012. Donc voilà, je suis membre. Alors habituellement, chaque année, je suis membre du jury de présélection du FIFO. Cette année, exceptionnellement, j'ai pas pu. Et sinon, je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je donne un atelier de tournage de reportage TV sur le village du FIFO chaque année. Voilà. Heretu. Kahanui, je m'appelle Heretu Tetahiotupa, j'ai 30 ans, je suis artiste, je fais du tatouage, je suis aussi dans la réalisation. J'ai réalisé quelques documentaires, et notamment un documentaire qu'on a présenté en 2019 ici au FIFO, qui s'appelle Patutiki. Et j'ai commencé l'audiovisuel dans les années 2012-2013, avec le FIFO et aussi avec les copains qui sont juste à côté. Avec Larry, on avait monté Lucid Dream et puis on avait commencé à faire des courts-métrages avec les téléphones. Et voilà, je suis content d'être avec tous ces gens aujourd'hui. Et tu es aussi l'un des protagonistes d'un film en compétition, Motuhaka, le combat des îles Marquises, C'est ça, oui. en compétition au FIFO 2023. Larry. Alors Yorana, moi c'est Larry, alors je suis fondateur de Lucid Dream Prod, on est un collectif de production, je vais appeler ça comme ça plutôt qu'une boîte de prod. En gros on est un groupe d'artistes de différents skills on va dire, réalisation, écriture, cadrage. Et voilà, on fait des productions, on a fait des séries, majoritairement des clips, des pubs, voilà, on fait un peu de tout en rapport avec l'audiovisuel. Et puis voilà, on essaye un peu maintenant de s'adapter aussi à ce qui se passe avec tout ce qui est Web 3 et ces nouvelles technologies un peu. Donc voilà. Lucid Dream, ça a été fondé en quelle année ? Alors, Lucid Dream, ça date de 2013. Moi, ça fait un moment déjà que je faisais de la vidéo avant ça. J'ai fait une école de ciné en Nouvelle-Zélande. Et quand je suis revenu ici, voilà, il n'y avait pas grand-chose encore à cette époque-là. Je pense qu'on était tous un peu dans ce truc-là. 2012, 2013, il n'y avait pas grand-chose. On essayait tous de faire des trucs. Et puis voilà, on a commencé avec Eretu, Samy, on était une bande de potes qui faisaient tous plus ou moins de l'audiovisuel. Et puis il y a eu le Vinifilm Festival et on s'est dit, bon, on n'a rien à perdre, on va participer. Et on a découlé maintenant Lucid Dream et maintenant Eretu qui fait ses trucs. Et voilà, tout le monde est un peu dans ce milieu et ça fait plaisir de se revoir et de bosser ensemble à chaque fois en tout cas. Ouais, donc Yorana, moi c'est Toari. Ils ont tout résumé, hein, pareil. Je fais des films depuis 2012-2014. J'ai eu la chance de rencontrer du coup les Lucid Dream en 2014 au Vinifi Festival et Heretu, et du coup on a eu la chance de bosser ensemble, et avec Larry en fait on a fait Pas Ali il y a 3 ans je crois, et qu'on a présenté au FIFO, et on a eu la chance de gagner le prix de meilleur court-métrage FIFO 2020 je crois, ou 2021 je sais plus. C'était l'année numérique ? C'est l'année juste avant le numérique ? Ouais, non, c'était la première année numérique. C'était l'année tout numérique. Et alors moi j'ai une question pour tous les quatre. C'était quand et c'était comment votre premier FIFO ? Et vous aviez quel âge ? Arrêt. Alors moi je crois que j'étais... Enfin... Je suis sûrement venu au collège, mais mes souvenirs me ramènent que jusqu'au lycée. Et je crois que c'était une sortie scolaire en fait, où on nous avait tous emmenés avec notre classe pour regarder des films. Et c'était vraiment un choc émotionnel, parce que j'avais jamais vu de documentaire en salle.
Et c'était vraiment intéressant. Je crois que d'ailleurs le premier documentaire que j'ai vu, c'était un documentaire expérimental avec des couleurs et des rangs, des formes géométriques. C'était dans une petite salle. Et puis voilà, donc ça c'est le premier FIFO dont je me souviens. Mais c'était pas le plus marquant. Je pense que le plus marquant pour moi, c'était aussi au lycée. C'était l'année où j'avais vu dans le programme qu'il y avait une conférence du producteur Emmanuel Priou de la Marche de l'Empereur qui venait d'être oscarisé en fait. Et puis moi j'avais trop envie d'aller écouter ce qu'il avait à dire. Donc en fait j'ai demandé à ma prof d'SES si je pouvais échapper son cours pour venir au FIFO. Et puis elle a dit bon d'accord, je lui ai expliqué. Hein. Et ben, du coup j'ai échappé son cours, j'étais au lycée Paul Gauguin de l'autre côté. Et pour venir voir cette conférence. Et puis, bien sûr, j'ai bu ses paroles. Hein. Il a parlé pendant 1 heure de la production de films, il a parlé des Oscars, il a parlé de plein de choses. Et c'était tellement intéressant. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de lui parler aussi juste après. Et cette rencontre, ça a confirmé le fait que je voulais travailler dans l'audiovisuel, que je voulais vraiment étudier l'audiovisuel après. Parce que si j'avais eu un mauvais contact avec ce monsieur-là, j'aurais pas eu envie de travailler dans l'audiovisuel. Et ça c'est grâce au FIFO en fait. Hein. Parce qu'après, je serais pas dans l'audiovisuel sinon. Hein. Voilà. Pas oublier de remercier ta prof aussi. Du coup. Ah oui, Madame Kou, merci Madame Kou. T'as dû lui fournir un mot du réalisateur ou pas? Ah ben écoute, non, mais bon... Après, elle a été très sympa, cette prof. Elle a essayé de me mettre en contact avec d'autres gens de l'audiovisuel ici pour que je puisse avoir des ressources, quoi. Hein. Donc voilà. Et toi, Heretou? Allô. Moi, c'est très similaire au parcours de Harry. Les premiers souvenirs que j'ai, je pense, c'était vers 2007 ou 2008, hein, une sortie scolaire. Et après, pour moi, le FIFO le plus marquant, c'était 2013. Où il y avait une formation storytelling, donc j'ai postulé, j'ai pas été pris, mais je connaissais un copain qui avait été pris, on en a parlé, il devait être là aujourd'hui, c'est Samy. Et du coup, à travers lui, j'ai traîné avec toute l'équipe qui suivait cette formation. Il y avait des gens d'un peu partout du Pacifique, il y avait des Fidjiens, Salomon, des îles Cook et du Vanuatu. Et en fait, j'ai vraiment découvert le Pacifique avec ces gens-là en échangeant. Et j'ai fait un atelier qui était un atelier de réalisation, de cadrage, animé par Jeff Benhamza. Et en fait, je suis rentré en transe quand j'ai commencé à prendre des images avec la caméra. Et en fait, ça m'a vraiment marqué cette expérience. Et après, ça a ouvert une voie pour moi que j'ai explorée ces dernières années jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ben moi, en vrai, je t'avoue que ça va être un peu pareil aussi. Je crois que c'était lycée. Pareil, moi j'étais drayataire à la base, donc j'étais au lycée hôtelier. On a dû faire une visite, je crois, du FIFO, ça devait être quelque chose comme ça. Et puis après, les autres années, on a fait une année où j'ai dû aider. Je crois que c'était Nico PKC qui faisait un moment des ateliers. Je crois que je l'avais aidé pour des Toujours, cette année encore, il fait un atelier stop motion cette année. Il faudra lui faire une statue à son effigie, je pense, au bout d'un moment. On en a quelques-uns. Et voilà, et après avec Heretou pour Patutiki et avec Tohari pour Matau Pahari du coup. Donc voilà, à chaque fois on va dire j'étais à chaque fois dans un rôle différent, mais j'ai toujours kiffé en tout cas cette expérience. Et c'est toujours cool, je pense, de rencontrer d'autres gens un peu du Pacifique qui essayent de faire la même chose au final, parce que je pense qu'on est un peu isolé ici du reste du monde, entre guillemets. Et c'est cool de travailler avec des gens, de voir leur point de vue aussi, parce que même si les cultures du Pacifique sont différentes, elles ont quand même beaucoup de points communs. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres réalisateurs, leur point de vue et ce qu'eux veulent dégager en tout cas avec leur production en tout cas. Quoi. Bon, je devrais peut-être changer de passe parce qu'à chaque fois il récap tout ce que j'ai envie de dire. Mais pareil, du coup, mon premier film c'était au lycée aussi, je crois. Je serais incapable de donner le titre. T'es venu en sortie scolaire aussi ? En sortie scolaire, exact. Et après, du coup, je venais d'année en année. Pour moi, il n'y a pas eu un film. Si, il y a peut-être le FIFO qui a été le plus marquant, c'était celui où on a fait Patutiki, du coup. Parce que c'était le moment où, je sais pas, il y a eu comme un déclic. Mais sinon, je kiffais. C'est-à-dire un déclic pour toi ? Ouais, enfin, pour moi, ouais, personnellement, en tout cas, c'était genre, tout est possible, en fait. Bon, déjà, tout est vraiment possible, quoi. Et après, en vrai.
Le FIFO, j'y venais surtout pour les ateliers. Donc je me rappelle un super atelier que j'ai fait, c'était avec Sidélia, du coup, Guirao. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas écrire. Bon, aujourd'hui, Qui est toujours là. Qui est toujours là, d'ailleurs. Il reste de place pour ce week-end. Et du coup, ouais, c'est super top parce que, ben, du coup, effectivement, comme on n'a pas trop la chance de faire d'école de cinéma ici, ces ateliers, ben, ça nous permet d'apprendre sur une courte durée, puisque ça dure généralement même pas une semaine. Et ouais, c'est quelque part, ça nous apprend à faire des films et, par expérience, ou bien en allant voir des films qui nous inspirent, quoi. Quand vous êtes venu ado, Harry, tu disais que cette rencontre avec ce réal, c'était un petit peu le tournant de savoir si tu voulais te dédier à l'audiovisuel ou pas. Avant de venir au FIFO adolescent en sortie scolaire, est-ce que les métiers de l'audiovisuel, c'était des choses qui étaient dans vos univers familiers ou c'était dans le champ des possibles, des métiers accessibles ou pas du tout? Alors, en ce qui me concerne, tout ce que je connaissais, c'était Hollywood. Voilà, bien sûr, hein, après l'école, on va au cinéma voir des films. Donc, je pensais que le cinéma, c'était le cinéma américain. Donc, j'avais une image très, très américaine, en fait, du cinéma. Et je sais pas si je me suis dit, ah tiens, est-ce que c'est possible ou quoi. C'était plus par folie, en fait. J'étais touché par certains films qui me transportaient de mon quotidien, qui me faisaient oublier mes soucis. Et je me suis dit, un jour, j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, c'est en voyant le film Contact de Robert Zemeckis, je me suis dit, mon Dieu, je me sens, enfin, ça m'a fait quelque chose. Et j'avais jamais ressenti ça en voyant un film, ça m'a transporté. Je me suis dit, j'aimerais bien faire ce que le réalisateur vient de faire sur moi, en fait, c'est-à-dire transporter les gens pendant 2 heures grâce à un film. Et puis à partir de là, voilà, bon, ben, c'est vrai que il n'y avait pas grand-chose comme formation ici, surtout là on était en 2006-2007, voilà, c'était pauvre, mais il y avait le FIFO, donc bien sûr, je me suis mis à écumer le FIFO, à regarder le programme, venir à quand j'ai vu que ce producteur était invité, j'étais intéressé, donc voilà, il fallait juste venir, quoi, hein, et puis parler aux gens. Je me souviens plus si à l'époque il y avait déjà des ateliers ou pas, mais enfin voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Hein. Je savais pas si j'allais réussir à faire quelque chose. Bon, je suis pas à Hollywood, mais j'arrive à travailler, donc c'est cool. Et vous, avant d'être venu au FIFO, ça existait pour vous les métiers de l'audiovisuel ou c'était une espèce de chimère alors, ben, pour moi... On allumait l'écran et il y avait des images, ça apparaissait, mais il n'y avait pas forcément des gens derrière. Ouais, ben, presque en fait, mais c'est vrai que ben, pour moi, j'ai toujours kiffé le cinéma. Depuis petit, on s'est amusé à faire des films avec mon frère, avec nos Lego. Et ouais, donc on a toujours voulu faire des films, mais évidemment personne pour nous apprendre, donc on faisait avec ce qu'on avait. Et ouais, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. On a tous commencé avec un caméscope, hein, à la maison, je pense. Hein. Un caméscope VHS, hein, voilà. attention. Piquer le caméscope des parents pour pouvoir... Voilà, pour filmer le jardin ou des trucs comme ça. Et les puis chiens. les chiens. Grosse histoire sur les chiens et dans les le copains. Hein. Faire des histoires et puis monter sur iMovie. J'aimerais bien retrouver vos films de famille. Ah non, moi j'aimerais pas. Non, moi je propose qu'on fasse un film documentaire sur vos vies l'année prochaine. Et toi, Heritou, ça existait pour toi les métiers de l'audiovisuel ? J'ai été cinéphile, donc j'aimais beaucoup regarder des films, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça paraissait lointain en fait. Je me suis jamais projeté en me disant j'aimerais faire ça. J'appréciais beaucoup regarder, et puis c'est vraiment plus avec l'expérience du FIFO, et puis après avec les copains, de commencer à créer quelque chose, et de se dire en fait non, c'est possible. Et après, je me suis vraiment passionné là-dessus, sur comprendre comment on fait un film. Et c'est extraordinaire parce que on ne se rend pas compte en fait tout ce que ça implique. Ça dépasse vraiment juste le fait de filmer quelque chose. C'est-à-dire qu'avant de filmer quelque chose, il faut raconter une histoire. Et toutes les structures des histoires sont... Enfin, comment dire, implique aussi des effets psychologiques. C'est ce qui est raconté sur les effets que ça crée sur le corps. Donc il y a de la psychologie, il y a un aspect littéraire dedans, il y a de la technicité, il y a de l'artistique, il y a énormément de dimensions qui
qui font partie de ces métiers et qui sont passionnantes en fait, et qu'on découvre petit à petit en rentrant dans ce domaine. En plus de ton métier de réalisateur, tu portes un engagement fort, un combat culturel très actif. Est-ce que c'est le métier de l'audiovisuel qui t'a donné envie de t'engager culturellement et d'offrir une fenêtre là-dessus, ou c'est l'inverse, c'est le fait que tu étais déjà engagé dans un renouveau culturel et une volonté de rendre visible qui t'a donné envie de prendre la caméra pour donner une visibilité à ça? Ouais, ça a eu lieu en parallèle, hein. En fait, je pense que c'est l'intérêt pour une pratique artistique. Je voyais vraiment ça comme une pratique artistique au début de l'expression, hein, mais sans avoir vraiment un message particulier à passer. Et en parallèle de ça, j'ai développé toute une recherche identitaire où je me suis passionné pour la culture marquisienne en particulier, mais en fait la culture polynésienne du Pacifique, et je dirais même d'un point de vue universel, la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être humain. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence pour moi que c'était l'un des meilleurs moyens de communiquer en fait. C'est un outil extraordinaire. Pour moi, l'audiovisuel, c'est vraiment une forme d'art quasi ultime, parce qu'on a énormément de dimensions dedans. On a l'aspect visuel, on a l'aspect de l'histoire, comme je parlais tout à l'heure, il y a l'aspect sonore, émotionnel, et du coup, on a la capacité, pendant un instant, d'ouvrir l'esprit et le cœur des gens sur un sujet. Et donc, c'est à partir de là que, pour moi, j'ai fait la connexion entre ces deux choses-là, entre cet outil extraordinaire et puis, du coup, une occasion pour partager des choses qui peuvent aider les gens, enfin, on va dire des thématiques engagées et qui peuvent changer le monde. Voilà. Tout ça. Rien que ça. Rien que ça, voilà. Tout un programme. Tohari, cette année, en plus de toutes les autres fois où tu es venu au FIFO, tu participes à un bootcamp. C'est un échange avec la Griffith Film School de Brisbane qui est là. Ils sont venus à 10 étudiants avec un de leurs professeurs et une montagne de matériel audiovisuel pour un échange avec 10 jeunes locaux dans le but d'être à la fois dans une rencontre professionnelle autour des métiers de l'audiovisuel, mais aussi une rencontre culturelle. Le FIFO, c'est je pense, beaucoup une histoire de rencontre. Comment est-ce que, pour vous, ça s'exprime, cette histoire de rencontre ? Bonne question. Déjà, j'ai voulu participer à ce bootcamp parce que apparemment, il a eu lieu une première fois il y a 10 ans, en 2010. C'était celui où Samy avait participé d'ailleurs. Ah, ok, ouais. Yes. Et moi, malheureusement, j'étais en France en train de faire mes études, pas du tout en cinéma, mais plus en informatique. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai candidaté pour ce bootcamp. Mais en tout cas, ouais, c'est une grosse rencontre, c'est même un super moment de partage, puisque du coup, parce qu'on n'a pas la chance de faire d'école de cinéma ici, eux, ils nous apportent en fait leur savoir, leur connaissance. Et ce qui est encore génial, c'est qu'en plus de ça, ils nous écoutent parce qu'ils sont intéressés, ils veulent savoir comment nous on fait nos films. C'est quand même très différent. Chez eux, c'est très structuré, alors qu'ici, c'est vrai que souvent, on va prendre notre caméra et puis voilà, on va les filmer sans se soucier de est-ce qu'il y a des autorisations à faire, est-ce que le droit à l'image, tout ça, voilà, on n'a pas vraiment une grande culture, une grande connaissance par rapport à ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plus qu'une rencontre, c'est vraiment un moment d'échange en fait. Toi, Harry, tu as des histoires de rencontres au FIFO ? Non. Aucune. Non. Je parle à personne. Ah oui, bien sûr. Alors, chaque année, le FIFO, c'est aussi l'audiovisuel dans le Pacifique qui se réunit pendant le FIFO. Donc, bien sûr, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Hawaï, et puis de métropole aussi, hein. Et puis nos professionnels locaux. Et, vous ? Oui, voilà, on se rencontre entre nous, justement. Oui, il y a des belles rencontres que j'ai faites au FIFO. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec le marché néo-zélandais. Donc, c'est beaucoup de gens de
de production qui sont en lien avec Tiki Lounge Production. Des contacts que je rencontre surtout, des personnes clés ensuite qui sont dans la production. Taouma, absolument, qui vient au FIFO depuis 20 ans. Waouh, 20 ans. Hein. Qui fait partie des gens qui étaient là aux premières éditions. Ouais, she's a real one. Et du coup, j'avais rencontré Lisa en dehors du FIFO en fait, parce que j'avais fait un remplacement pour m'occuper de son équipe en fait. J'avais remplacé une collègue à moi. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'elle m'envoyait des techniciens, un jour elle m'a dit ah bah tiens tu réalises aussi, on va pas descendre tout le temps de Nouvelle-Zélande, du coup tu peux nous réaliser une partie des reportages. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Lisa, avec Tiki Lounge Productions. Et puis ensuite, bien sûr, ils viennent tous les ans au FIFO, donc c'est toujours très intéressant, quoi. Hein. Ouais. On a tendance à dire que le milieu de l'audiovisuel à Tahiti, c'est un petit milieu, qu'on se connaît tous plus ou moins de vue, de loin, quel que soit, d'ailleurs, si on est de la même génération ou non. Est-ce que tu dirais que dans le Pacifique, finalement, l'audiovisuel dans le Pacifique, c'est aussi un petit milieu ? Alors, c'est une bonne question. Je ne connais pas tout le monde, donc je ne pourrais pas répondre de façon pertinente. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, en Polynésie, c'est petit. Hein, et puis, c'est un petit marché encore. Hein, donc, c'est vrai qu'on se connaît presque tous. Et puis c'est vrai que ça a l'air qu'en Nouvelle-Zélande, ils se connaissent un peu tous aussi. Donc voilà. Mais grâce au FIFO, on se connaît tous, je pense. Hein. Oui, c'est surprenant. Tu as rencontré Lisa du coup en dehors du FIFO et tu t'es rendu compte qu'elle vient quasiment tous les ans depuis 20 ans au FIFO et c'est l'occasion de faire des points d'équipe. Ah oui, absolument. Mais le FIFO, c'est magique de ce côté-là, hein, vraiment, pour ces rencontres-là. Et il faut y aller, en fait. Hein. Et ça, je le dis chaque année dans mes ateliers, il faut aller parler aux professionnels parce qu'ils sont là pour ça aussi. Hein. Si on a des idées à pitcher ou des conseils à demander, des parcours de vie aussi pour être inspiré, le FIFO est là pour ça. Il faut vraiment briser la glace et pas hésiter. Même si on ne parle pas très bien anglais, il faut essayer, quoi. Hein. Faut se présenter et puis ça ne mange pas de pain. Hein. Tu parles d'inspiration. Quand vous fréquentez le FIFO aujourd'hui, si vous regardez des films documentaires, comment est-ce que ça se positionne, les films qui sont proposés cette année ou les autres, dans vos ambitions ou dans vos sources d'inspiration, que ce soit dans le format ou dans le contenu, les thématiques qui sont abordées, puisqu'il y a quand même une grosse thématique culturelle qui revient dans les films chaque année. Mais on a aussi la confrontation de différents formats. Par exemple, les films australiens n'ont pas du tout, tu le disais, la même structuration que les films notamment français de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie. Les films australiens font souvent 1h30, les nôtres font plutôt 50 ou 60 minutes. Comment est-ce que cette confrontation avec des films étrangers se positionne dans vos sources d'inspiration professionnelles ou dans vos ambitions ? D'une part, déjà, en fait, on peut voir à l'écran un environnement qui ressemble au nôtre. Et ça, c'est assez particulier parce que c'est vrai que quand on grandit avec Hollywood, c'est pas du tout l'environnement qu'on voit à la télé. Et donc, déjà, ça, c'est très inspirant graphiquement. Parce qu'on voit qu'on peut filmer de façon esthétique cet environnement dans lequel on vit. Et après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des thématiques communes, mais je pense aussi que c'est inspirant parce qu'il y a des conditions similaires et il y a des niveaux très très élevés de qualité, je pense à l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, et on se dit, nous aussi, il faut qu'on monte le niveau ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est très inspirant, ça pousse à dépasser nos limites de notre environnement, parce qu'au final, si on serait resté que par rapport à la qualité et au type documentaire propre à ce territoire ou au système français même, je pense qu'on dépasserait, comment dire, on se limiterait peut-être. Alors que quand on voit ce que font les anglo-saxons ou les néo-zélandais, les australiens, on se dit en fait, eux, pour moi, hein, je trouve qu'ils arrivent à une qualité internationale. Et on se dit que c'est possible, et donc ça nous inspire à s'améliorer. Je pense aussi là où, comme Harry disait, où on a tous ces références de films américains à budget et tout, il faut se rendre compte aussi d'une chose, je pense qu'on est dans une époque maintenant où, je ne vais pas dire c'est facile de faire un film, mais c'est facile en tout cas de trouver quelque chose pour filmer, c'est facile de pouvoir écrire un scénario, on a l'information, on a accès à plein de matériel.
Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Le but, c'est de raconter, comme Heretou disait, une histoire. Et ici, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de thèmes à aborder. Il faut voir ça comme un trésor et pas juste se dire voilà, je veux faire un truc comme ils font à Hollywood, mais ici. Je pense qu'il faut se dire au contraire, qu'est-ce que je peux raconter d'ici, une histoire ou quelque chose qui va être mis en avant et qui va plaire aux gens, voilà, sans forcément avoir, comme on disait, faire à la Hollywood et avoir Brad Pitt au casting qui va jouer Henry Hero, par exemple. Je sais pas. De toute façon, on n'a pas les fonds hein, pour Brad. Non, ça... Et juste, du coup, je rejoins mes 3 amis là qui sont là. Mais effectivement, le FIFO est inspirant parce que, comme disait Heretou, on se rend compte que les histoires que l'on vit en Polynésie sont pratiquement les mêmes que l'on peut vivre, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Par exemple, il y a 2 soirs, j'ai vu un documentaire qui est diffusé en ce moment. Je ne saurais pas dire le titre, mais c'était un documentaire qui parlait de la ségrégation des Maoris. Nos Maoris à la haute. Ok, merci Laura. Et c'est quand même inspirant, ça donne envie de faire le même documentaire ici, parce que quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait de la même, comment dire, pas maltraitance, mais on va dire que nos grands-parents étaient traités de la même manière, par exemple. La même problématique sociale. Oui, voilà, pas le droit de parler tahitien à l'école, tout ça. Et du coup, c'est comme ça que moi je trouve que le FIFO est inspirant, les documentaires qu'ils ont diffusés aussi, parce que du coup, en plus de nous montrer qu'il y a vraiment des thématiques communes, mais ça nous donne envie de surfer justement sur ces thématiques et de montrer, de donner une plus large vision en fait justement de à quoi ça peut ressembler quand on est à Tahiti, à quoi ça peut ressembler pour les Australiens par exemple, tout ça. Et ouais, et puis il y a toujours ce petit côté où quand on voit un documentaire, on se dit peut-être qu'on aurait pu le faire de cette manière, autrement. Et du coup, ouais, ça donne des idées. Et puis voilà. Est-ce que ça contribue à vous donner une conscience océanienne ? Par rapport, tu veux dire Le FIFO, c'est film et de se rendre compte qu'il y a des histoires communes dans le Pacifique qui évidemment essentiellement dues à la colonisation et à la domination des peuples, et notamment des Blancs sur les peuples autochtones. Mais est-ce que de se rendre compte finalement, et cette lumière que certains films du FIFO apportent sur d'autres peuples autochtones du Pacifique, ça contribue à vous donner la certitude que les Océaniens font partie d'un même ensemble culturel, géographique Ouais, alors pour moi, donc effectivement, je pense que c'est la même vision hein, que Heretou. Effectivement, je crois que quelque part, on vient tous du même endroit, que c'est juste les cultures ont évolué, mais on retrouve quelque part comme l'essence des bases communes. Et là, du coup, je sais plus quoi dire. Mais ouais, du coup, c'est ça en fait. Pour moi, la force du documentaire, ça a le pouvoir en fait d'immortaliser une histoire, une culture. Et que justement c'est pour ça que voilà, on doit faire des documentaires, parce que si on le fait pas, toutes ces histoires elles disparaissent quoi. Donc je pense que c'est plus fort que juste une conscience océanienne, je pense que c'est carrément une conscience humaine en fait. Et tu ressens le besoin de prendre la parole pour que ce soit pas d'autres qui racontent ces histoires aussi ? Non, au contraire. De prendre la caméra pour que ce soit pas d'autres qui mettent la caméra sur nous ? Je ressens plus le besoin de le faire parce que personne d'autre va le faire. Au contraire, si quelqu'un d'autre le fait, c'est pour ça que je viens au FIFO. Mais non, c'est vraiment... Je pense qu'il faut raconter un maximum d'histoires sur qui nous étions, parce que il y a cette citation polynésienne qui dit pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et en fait, donc même si on peut dire que c'est une citation polynésienne, à travers tous les films que l'on voit au FIFO, on retrouve un peu cette envie justement de montrer qui nous sommes. Et voilà, pour quelque part un peu, comment dire, devenir de meilleures personnes, j'ai envie de dire, mais quelque part, par exemple, avoir envie de prendre soin de l'environnement, de la nature, ou avoir envie de s'intéresser de nouveau à la culture, à notre culture. Et puis voilà, c'est en ça que c'est inspirant pour moi. Je pense, comme tu dis, il y a un truc où les cultures du Pacifique évoluent aussi de façon différente. Donc peut-être qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques, mais qui sont à des niveaux de gravité différents, on va dire, par rapport à l'Aouté, par exemple. Là, on avait Heretou avec le tatouage marquisien. Pareil, je pense que c'était quelque chose, il fallait que ce soit parlé, parce que voilà, ça a disparu, c'est allé jusqu'à 5%, c'est ça, de la
Il restait 2% de la population. 2% de la population marquisienne à une époque. Donc voilà, je pense qu'on a tous des thématiques différentes. Et je pense que c'est ça qui est cool dans les échanges avec le Pacifique. C'est peut-être que des réalisateurs néo-zélandais, eux, vont parler de problématiques de Nouvelle-Zélande que nous, on a ici, mais qu'on ne fait pas forcément attention parce qu'on va focus sur d'autres problématiques. Et de voir ça, on se dit, mais c'est vrai que ça nous arrive aussi. Et vice-versa. Et je pense que c'est là où l'échange se crée et on voit les problématiques ensemble, comment les solutionner, comment les aborder. Et je pense comment rendre ça un peu créatif aussi pour que les jeunes derrière ou les gens, ça les fasse réfléchir ou ça leur donne envie aussi de eux parler des problématiques que eux ont vues en tout cas ou des sujets qu'ils veulent aborder quoi. Vous parliez de vos débuts dans l'audiovisuel tout à l'heure. Vous aviez participé, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Vinifilm Festival, que vous avez gagné en 2013. Le concept, c'était de proposer une vidéo qui était entièrement filmée au Vini. Il fallait faire un court-métrage, je sais plus, c'était 1 ou 2 minutes, je crois. 2, 3, ok. C'est ça, 2 ou 3 minutes avec un téléphone portable, en gros. Et nous, on faisait tous un peu d'audiovisuel, mais dans notre coin, on n'était pas encore comme on est maintenant. C'est comme ça que vous vous êtes structurés, c'est autour du Vinifilm Festival? C'est ça, en fait, on faisait tous des trucs de notre côté, on s'est tous retrouvés à squatter chez un pote. Et puis moi, je leur ai dit, les gars, faut qu'on fasse quelque chose, j'ai besoin de bosser, moi, je peux pas juste rien foutre. Et Retou était chaud, Samy, tout le monde était chaud. On s'est lancé, on a fait le Vinifilm, on avait gagné, je crois, à l'époque, c'était 100 000 francs Pacifique. Ce qui était beaucoup à l'époque. Ça nous a permis de prendre notre premier appart en fait. Avec ces 100 000 francs sur scène, on a dit on va louer notre appart, on va vivre en coloc et ça va être le début de Lucid Dream. Et voilà. On bossait tous dans le salon, il n'y avait pas vraiment de salon, c'était les bureaux en U là. Et puis voilà, mais c'était marrant, ouais, c'était une bonne expérience. Je pense que c'est des petits trucs qui paraissent anodins pour beaucoup de gens, voilà, filmer un truc avec un téléphone. Mais ça peut donner, je pense, cette petite étincelle à des jeunes ou des groupes de jeunes en tout cas, qui n'ont pas forcément d'événements pour faire leur truc. C'est ce qu'on disait, c'est cool de faire un truc, le mettre sur internet. Maintenant il y a YouTube et ces médias là. Je vais pas faire le vieux, mais quand nous on a commencé, même s'il y avait ces choses là, c'était compliqué. Si tu faisais pas du podcast à la Norman devant ta caméra, les profs c'est comme ça marchait pas vraiment. Donc, Puis YouTube à Tahiti il y a 10 ans c'était quand même pas très très répandu. Hein. On peut toujours pas gagner d'argent en mettant des vidéos sur YouTube. La Polynésie elle fait toujours pas partie du truc. Moi perso je trouve ça un peu... Quand on voit autant de pubs polynésiennes quand on va, nous personnellement, sur YouTube, je trouve ça un peu dommage que des créateurs locaux ne peuvent pas gagner d'argent en mettant leur contenu, quoi. Je trouve ça un peu... Je comprends. Quel regard vous portez sur la génération du coup, qui a 20 ans aujourd'hui et qui, elle, produit ou s'insère dans ces métiers de l'audiovisuel? Tu vois, par exemple, toute la génération de TikTok qui arrête pas de se filmer avec des téléphones. Nous, on n'est plus la cible de tout ça. Parce qu'on est en train de passer du côté obscur. Mais ils sont tout le temps accrochés à leur téléphone, ils ont plein d'histoires à raconter qui sont les leurs, ils ont une mise en image qui est complètement différente. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage entre le regard que nous, on avait sur l'audiovisuel et sur les médias et sur ce que eux ont. Et comment ça vous inspire, cette nouvelle génération, justement? Moi, de mon côté, je pense qu'en fait, on a tous commencé pareil. Et aujourd'hui, les jeunes de 20 ans commencent pareil, entre guillemets, de la même manière. Après, c'est sûr que c'est facile pour eux, n'importe qui peut faire un film avec son smartphone. Mais je pense qu'à un moment donné, en tout cas, je crois que c'est ce qui s'est passé pour nous tous, c'est qu'on a une crise existentielle qui arrive entre les 20 et 30 ans. On a envie de savoir d'où l'on vient, ce que l'on fait. Et du coup, je pense que quelque part, les 20 ans d'aujourd'hui qui font des TikTok, peut-être qu'un jour, en tout cas j'espère, ils auront envie de... Ce seront les Toari Poira de demain, c'est ça? Ce seront les Polynésiens de demain. Donc, voilà. Je pense aussi, comme tu dis, en grandissant et en mûrissant, tu te rends compte que oui, tu peux faire des choses tout seul, tu peux prendre ta caméra et filmer, mais ce qui rend aussi la chose intéressante, comme Ereto dit, c'est ça, c'est de s'associer avec des gens qui sont dans la musique, des gens qui, eux, vont vraiment faire attention à l'image. Et au final, c'est un orchestre, tu crées quelque chose où tout le monde est sur la même longueur d'onde, on va dire, pour créer quelque chose qui va exprimer des choses, mais où chacun va un peu apporter son petit truc aussi. Le mec du son va dire moi j'aimerais bien apporter ce message-là, puis moi j'aimerais bien apporter ce message-là, et ensemble, tu essayes de faire quelque chose, on va dire, de complet. Je pense que les jeunes maintenant, comme tu dis, de TikTok, déjà on est dans une autre époque, tout va vite, maintenant les contenus sont de plus en plus vite, on le voit, les films aussi. Les musiques aussi, maintenant tu vas sur Spotify, les musiques font 1 minute 30, 2 minutes. Moi je me souviens d'une époque où c'était 6-7 minutes les sons, quoi.
Donc je vais pas dire que c'est un mal forcément, c'est juste c'est comme ça, la vie évolue. Après, je pense que ces gens-là vont évoluer aussi et leur contenu TikTok ou un autre réseau potentiellement qui arriverait, je pense que ces gens-là vont finir par être pareil des équipes et à bosser à plusieurs. Et il y a déjà plusieurs exemples de mecs qui sont comme ça, qui sont des grosses équipes. Et moi, je compare un peu ça à de la production au final. C'est juste le média qui change, je pense, c'est surtout ça, quoi. Et face à l'accélération justement de ces rythmes, que ce soit en vidéo ou en musique, en durée, le format documentaire qui est un format long, mais surtout un format lent, assez contemplatif finalement, il a vraiment encore un avenir ou pas? En fait, il y a différents outils qu'on peut utiliser, peu importe la durée, c'est être capable de captiver l'attention. Mais c'est vrai que la durée d'attention a considérablement diminué ces dernières années, où avant les standards, on estimait qu'une personne en moyenne avait 5 minutes d'attention, et ensuite elle partait. Donc il y a un rythme dans la structure du film que tu produis, du storytelling, qui doit raccrocher le spectateur. Et je sais que nous, on est passé à en tout cas, quand on a fait Patutiki, on a travaillé sur une base de 2 minutes. Et ce qui nous a permis de captiver l'attention d'un public assez large pendant une durée de 55 minutes, qui est quand même longue. Mais je pense que c'est plutôt les outils qu'on va utiliser dans le storytelling qui vont évoluer pour s'adapter à la durée de l'attention moyenne du public, plutôt que la longueur du format. Après, c'est vrai que quand on part sur des formats beaucoup plus longs, c'est des autres stratégies qui doivent être mises en place. Mais on est de plus en plus, je pense, dans des choses qui sont plus efficaces peut-être, où on va moins prendre le temps et être dans quelque chose de, comment dire, peut-être moins contemplatif ou laisser de la respiration et plus dans un rythme très soutenu d'information ou de changement avec des outils audiovisuels pour captiver l'attention du spectateur jusqu'à la fin. Et moi, en tout cas, je crois que, en fait, aujourd'hui, même si on a des jeunes qui font du TikTok et tout, parce que c'est l'américanisation et puis on veut faire ce qui se passe à Hollywood, je crois que quelque part, il y a toujours, à un moment donné dans notre vie, il y a toujours la culture qui va nous rappeler, qui va nous appeler. Parce que quelque part, on est quand même tous un peu... Je pense qu'il y a une certaine fierté quand même d'être polynésien. Et ce qui est cool, en tout cas, même si la technologie évolue beaucoup, c'est que je crois qu'un jour, peut-être très proche, dans un futur plus ou moins proche, on sera vraiment capable de faire un film tout seul, par exemple, enfin tout seul, entre guillemets, mais je veux parler par exemple de l'avenue de l'intelligence artificielle, qui permet aujourd'hui de générer une musique, par exemple. Tu tapes une phrase que tu veux avec un thème que tu veux, donc ça te donne une musique. Et puis pour ceux qui veulent faire de l'animation, comme moi par exemple, je fais un peu d'animation et surtout je m'en sers beaucoup d'intelligence artificielle pour m'inspirer. Et en bref, l'intelligence artificielle peut te générer un peu des personnages, des décors. Et donc un jour probablement un Polynésien ou une Polynésienne qui sera dans sa chambre avec son ordinateur pourra faire un film, le film qu'elle voudra en 5 minutes avec une qualité internationale, j'ai envie de dire, et j'espère sur la culture. Sur la culture, quoi. Sujet sensible, hein, l'intelligence artificielle. Et si il y a l'intelligence artificielle, ça va pas vous mettre à la retraite? Non, puisque donc j'ai la chance d'être informaticien, donc je vois un peu comment fonctionne un programme. C'est lui qui vous contrôlera en fait. Mais en tout cas, un robot reste un robot, un programme reste un programme et ne pourra jamais vraiment réfléchir. Enfin, en tout cas, être sensibilisé. Donc, je pense que quelque part, les gens, quand ils veulent être divertis, que ce soit avec une musique, en allant à une exposition de tableaux ou d'œuvres d'art, ou en allant au FIFO, enfin voir des films, je pense que quelque part, ils recherchent quelque chose d'humain, ils recherchent une histoire. Et pour avoir testé un peu l'intelligence artificielle en demandant d'écrire un scénario, il y a toujours des ajustements à faire. En fait, il faut toujours. Je pense que l'intelligence artificielle ne pourra jamais nous remplacer, en tout cas, et elle pourra que nous aider. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plein d'artistes, je sais, qui disent par exemple, tout ce qui est génération d'œuvres d'art, parce que c'est vraiment très proche quand même de ce qu'un humain peut faire, et ça le génère en 10 secondes. Je pense qu'il y a cette petite peur qu'un jour, les gens vont être remplacés, mais en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas vivre sans les gens. Et je pense que le problème pour moi, en tout cas, si je parle de ça, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'ego des gens par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va aller piocher dans des œuvres déjà existantes
Moi perso, ça me fait toujours marrer de voir des gens qui ont cliqué sur un bouton, écrit 3 mots et viennent te dire j'ai dessiné ça, j'ai fait ça. C'est plus ça moi qui me pose problème un peu. Mais après, voilà, même dans la vidéo, tout le monde s'inspire de tout le monde entre guillemets. Rien n'existe, enfin rien n'a été créé de rien en fait. Vous pouvez citer les plus grands films, à chaque fois eux-mêmes s'inspirent d'autres productions, d'autres livres ou d'autres choses. C'est sûr que voilà, faut toujours s'inspirer de choses, mais voilà. Sujet sensible quand même. Ouais, carrément. Et juste pour finir sur ça, notre raison pour laquelle l'intelligence artificielle ne pourra jamais nous remplacer les réalisateurs, les documentarians, comme ils disent les Australiens, c'est il y a plein d'histoires qui sont pas sur Internet et l'intelligence artificielle a quand même besoin d'une base de données, donc d'une histoire. Il y a plein d'histoires que tu peux avoir seulement en allant voir les Metoa, les Tupuna, et ça, un ordinateur peut pas le faire tout seul. Et je pense que dans le futur, quand il y aura la technologie un peu partout, je pense que c'est quelque part ce qui va rapprocher les gens de l'humanité, parce que quelque part, il y aura tellement de technologies qui voudront voir une seule chose, c'est ce qui nous rend le plus humains, quoi. Et voilà. Bon, c'est mon avis, mais... Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord avec tout le monde là. Mais moi, je suis peut-être un petit peu moins optimiste, j'ai l'impression, parce que je vois que la technologie avance tellement vite, hein, mais tout ce que j'aurais ajouté, c'est que je pense qu'il faudra qu'on s'adapte à tout ça, en fait, c'est tout. Au niveau de la production, de la création, des formats, il faudra qu'on s'adapte à cette nouvelle technologie qui est en expansion exponentielle, en fait. Voilà. C'est ça, je pense qu'il faut s'adapter. Quand tu regardes à une époque, il y a des gens qui étaient payés pour couper les bandes des films, pour les ajouter ensemble. Ce métier n'existe plus maintenant. Donc c'est comme ça, les métiers évoluent, il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Il faut aller avec son temps et il faut surtout comprendre aussi, je pense, c'est ça. Ne pas se mettre une barrière en disant à mon époque c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, j'y comprends rien. Je pense qu'il faut s'adapter, c'est ça qui est important. Ouais. Ça fait à peu près tous 10 ans environ que vous êtes en activité professionnelle. J'ai réussi à faire taire la poule qui est en train de mourir depuis tout à l'heure. C'est les plaisirs du papa Hiro. Ça fait à peu près tous 10 ans. Est-ce que vous avez l'impression parfois de vous essouffler dans vos pratiques professionnelles ou de voir le jour où vous en aurez marre, peut-être ? Vous êtes toujours passionné, inspiré, renouvelé. Non, je pense qu'il y a des ça fluctue. C'est des phases. Des moments où tu es inspiré, puis des moments où tu peux être même avoir beaucoup de doutes, mais ça fait partie. En fait, c'est quelque chose de tout à fait humain et qui fait partie aussi du processus artistique de création. Quand tu suis en fait, la création d'un film, avant de l'avoir fini, tu as toujours plein de doutes. Et plus tu te rapproches de la fin, plus tu te sens en confiance. Et à la fin, tu as la satisfaction d'avoir créé quelque chose. Mais tu peux aussi avoir l'épuisement de ton investissement énergétique dedans et envie de passer à autre chose. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu sur le film Patutiki où j'ai bossé 2 ans et demi dessus. Et c'était très angoissant pendant une longue partie jusqu'à peut-être les derniers mois où j'étais confiant dans la matière qu'on avait créée. Mais il s'est passé aussi quelque chose, c'est qu'après le film, j'avais dépensé tellement d'énergie. C'était ma première expérience en documentaire. Donc j'ai eu une sorte de phase où je voulais plus voir de caméra, plus toucher de caméra. Ça a duré 1 an et demi à peu près. Et puis ensuite c'est revenu. Donc je pense qu'il y a des cycles, ça dépend de chaque personne, ça dépend de l'investissement et de la façon dont on gère notre énergie. Parce que à la fois c'est une passion, mais on peut aussi se brûler lorsqu'on est trop impliqué et qu'on n'a pas une gestion assez équilibrée, je pense. Et c'est quelque chose que l'on développe avec l'expérience aussi. Je pense aussi, avant d'être des réalisateurs ou cadreurs ou quoi, on est des artistes, donc je pense au final tu as envie de créer, peu importe le médium, peu importe que ce soit de la réal ou quoi, tu as envie de créer. Donc oui, il y a des moments où je pense chacun de nous on a eu des moments, j'ai plus envie de faire de vidéos, comme Ereto dit, ça peut durer un petit moment, mais tu crées quand même des choses entre temps, tu réfléchis à des idées, tu bosses sur un scénar. Donc je pense qu'à partir du moment où tu es un artiste, tu as envie de créer en fait, peu importe le médium, et puis tu te lasses pas de ça en fait. Après c'est de combiner tout, voilà, tous les skills, on va dire, ou tous les différents... Toutes les compétences, techniques autour des métiers de la création, en fait. Autour, il y a toute une armée qui se met en place. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Larry. C'est vrai que
en fait, quand tu es dans l'art et tu as différents médias, en fait, ils se nourrissent tous. Donc, si tu arrêtes l'audiovisuel, tu passes sur une autre forme artistique, tu vas développer quelque chose qui est quand même commun à toute l'expression artistique, et il y a quelque chose qui se développe. Et quand tu reviens sur ce média, tu arrives avec des compétences nouvelles, une nouvelle créativité. Et donc c'est très enrichissant aussi d'équilibrer ses productions et ses créations avec différentes formes artistiques. Donc moi je le vois personnellement, Larry aussi, enfin on se côtoie beaucoup, donc du coup on voit qu'on a des rythmes assez similaires là-dessus. On peut passer plus sur du graphisme ou de l'image pure par exemple, ou moi j'ai des tendances où je vais beaucoup plus sur la musique, mais il y a une compréhension de l'art en fait qui est universelle. Moi, je pense que les logiciels aussi nous ouvrent beaucoup à ça. Quand tu fais un montage vidéo ou une image sur Photoshop ou une musique, c'est le même système avec ce qu'on appelle des layers, c'est des couches. Et en fait, ce système-là, il ouvre une perception sur le monde que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que tu te rends compte que quelque chose, aussi complexe soit-il, est un assemblage d'éléments simples. Et à partir du moment où tu arrives à avoir accès à cette vision-là, qui est présente dans toutes les formes d'art, tu as quelque chose de puissant qui se développe à la fois sur ta capacité à percevoir l'environnement, ton univers, mais aussi à créer et exprimer des choses très complexes et raffinées. Quand vous avez commencé, est-ce que vous avez eu des mentors ou des personnes... alors, Harry parlait du réalisateur de La Marche de l'Empereur, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré ou accompagné ou mentoré dans vos premières années d'exercice professionnel ou artistique? Ouais, plein. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Temuera Morrison, qui est acteur-réalisateur néo-zélandais, et qui m'a quelque part drivé, en tout cas qui m'a dit les choses à faire et les choses à ne pas faire. Il m'a aussi dit que l'univers du cinéma c'était un monde de requins, et puis ouais, donc quelque part ça m'a quand même bien préparé à tout ce que j'ai vécu depuis, dans le sens où souvent quand on commence à faire des vidéos, on est un peu naïf, on est en mode cool, on va faire des films et puis on 3D ouais, voilà, et puis ça va plaire à tout le monde et tout le monde va nous aider et tout ça, et puis voilà, donc ouais, pour moi c'était Temuera Morrison, et puis voilà. Moi, en vrai, c'est un peu plein de gens au fur et à mesure de ce que tu fais, même Eretu. Ça peut être les copains, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, c'est au fur et à mesure. Toi, t'es dans des moments où t'as pas forcément envie de faire des choses, puis tu vois tes potes, eux, se bouger, et ça te dit, putain, faut que je me bouge aussi. Après, je dirais, moi, la première personne, en tout cas, quand je suis sorti de mon école de cinéma en Nouvelle-Zélande, j'ai postulé partout, toutes les boîtes de prod, je les citerai pas, mais voilà. Tout le monde m'a dit non, on veut pas de toi, on veut pas de toi, on veut pas de toi. La seule personne qui m'a fait bosser, bon, j'étais pas payé, mais c'était une super expérience, c'était PK16. Je crois d'ailleurs, on a bossé sur le... Ah oui, sur son film en 2011. Ouais, c'était ça. Et c'était la première personne qui m'a en gros dit viens, moi je te prends, je vais t'apprendre des trucs. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a aidé. C'était du coup Nico PK16, le fameux Nico du coup. Toi, il y a des gens qui t'ont inspiré? Beaucoup, hein, des gens que j'ai jamais rencontrés aussi, des réalisateurs. On est très fan avec Larry de Christopher Nolan par exemple. Après, je pense que c'est comme il disait, c'est une accumulation de rencontres. Tu as des informations à certains moments qui te font un déclic et qui te font passer à une compréhension supérieure ou à un autre niveau. Après, par rapport à ça, je crois que c'est Bruce Lee qui disait quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais des fois, le maître, c'est juste une information, tu vois, qui te permet de passer à l'étape suivante. Moi, je me souviens, c'était en 2019, après avoir fait Patutiki, j'ai eu une rencontre à un moment. Je ne me souviens plus du nom de cette personne, et c'était sur, je crois que ça s'appelait Impact Lab ou la Lab d'Impact. Je crois que c'est un Hawaïen. Et il m'a parlé de cette approche de stratégie d'impact. Et ça a vraiment changé ma perception. C'est-à-dire, on est focalisé sur faire un film, mais en fait, en vrai, il faut plutôt se focaliser sur c'est quoi notre objectif, dont le film va être un moyen. Et mettre en place une stratégie d'impact. Même, par exemple, si on veut faire un film et on a des ambitions... international par exemple, et il faut visualiser avant même d'avoir fait le film l'endroit où on va le diffuser et le public qu'on veut toucher et l'impact qu'on peut avoir. Comme ça on va formaliser le projet pour qu'il ait l'efficacité maximale pour cet objectif. Et du coup c'est vraiment une vision encore plus globale, au-delà même de juste du filmmaking, du storytelling, mais de l'impact que tu veux avoir sur la société, ou enfin
peu importe ce que ça peut être, et comment le film s'inscrit comme un moyen dans cette stratégie, dans cet objectif. Et vous, maintenant, vous êtes prêts à être des mentors? À moitié. Hein. Vous accueillez sur Lucid Dream, je sais que vous accueillez régulièrement des jeunes, des stagiaires. Ouais, après nous on essaye beaucoup de faire comprendre, voilà, comme je dis, nous on est un collectif, moi je nous considère un collectif, pas une boîte de prod. Moi mon but c'est pas de récupérer tous ces jeunes et de leur dire viens tu vas bosser pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'ils peuvent faire des choses, leur donner les infos qu'on peut donner, les tips qu'on peut leur donner. Et après voilà, si ces gens continuent à travailler avec nous c'est une bonne chose, mais moi je les invite à bouger à l'extérieur, à découvrir ce qui se passe ailleurs aussi. Je pense que chacun de nous on a bougé aussi, c'est ça le truc, c'est que je pense que quand tu nais ici, c'est bien de se confronter au monde extérieur aussi. On est dans un petit cocon, on a rencontré des artistes ou des gens qui voilà, ont un début de notoriété ici et tout de suite se pensent être des stars internationales. Je pense Dès qu'il faut qu'on pas... part, on se rend compte qu'on n'est plus personne. C'est ça. Mais c'est des douches froides qu'il faut se prendre en fait Ça pour fait se du bien, rendre ouais. compte. Et la nouvelle génération, enfin moi ça m'arrive de rencontrer des professionnels qui ont un peu peur de cette nouvelle génération parce que finalement ça peut être une source de concurrence. Quand vous vous êtes tous lancés au tournant des années 2010, le marché de l'audiovisuel et des gens qui étaient patentés et professionnels dans ce milieu était quand même assez restreint, très occupé par les deux chaînes de télé locales, mais pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait peur, tous ces nouveaux entrants sur le marché, ou au contraire ça va ouvrir encore plus le marché? Je sais où je vais avec ma question. Après, il y a des prestataires qui commencent à travailler dans l'audiovisuel et ça dure quelques mois et ça arrête ensuite. Hein. Donc, je veux dire, il y en a beaucoup comme ça aussi qui sont là de passage. Donc, moi personnellement, grand bien leur face. Hein, je leur souhaite le succès. Hein, j'ai pas de, voilà, non, j'ai pas peur ou quoi. Moi personnellement, je ressens pas de peur, mais peut-être parce que c'est pas trop l'état d'esprit. Je pense qu'on est tous dans l'état d'esprit on veut partager, et que peu importe les gens qui arrivent, peu importe les gens qui étaient là aussi avant nous, ben en vrai, on n'est jamais vraiment en train de se comparer. Si jamais on se compare, c'est plus en mode peut-être qu'on aurait dû faire mieux par rapport à ce qu'on a fait avant. Mais non, au contraire, moi, c'est pas vraiment une peur, c'est plus peut-être un moteur. Ça donne envie de montrer des choses. Je vais pas cacher que quand je vois des productions locales, je me dis que peut-être on devrait le faire vraiment autrement. Et c'est pas vraiment une peur, je pense que c'est plus un moteur d'inspiration. Et voilà. Ouais, moi je pense que, en fait, comme tu dis, on a ce truc de, on regarde, on fait des choses ensemble, on bosse ensemble sur des projets, des fois on fait des trucs individuellement, on regarde ce que chacun fait, et ouais, on se dit, ah, putain, il a fait un truc stylé quand même, le prochain truc, faut que je fasse encore mieux que lui. Mais ça reste assez sain, je trouve. Et je pense qu'on a un problème ici, c'est que les gens veulent, après je cite de manière générale, on a tous eu ça aussi à une époque, c'est on veut notre nom à tous les trucs. Quand on fait une prod, on est en mode je suis le réal, scénariste, cadreur, monteur, machin. Et c'est dur à faire comprendre aux gens quand on voit des génériques de films. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, quand vous voyez des génériques de films français, américains, il y a 200 prénoms au générique de fin. C'est pas juste pour faire genre, il y a eu beaucoup de gens. C'est parce que chacun avait un rôle précis qui a fait que voilà, le film est ce qu'il est. Et je pense qu'ici, des fois, on a un peu ce truc d'ego aussi à dire je vais pas faire ça parce que voilà, moi je suis réal ou je suis ça, donc je vais pas faire ce poste-là parce que je veux que ce soit moi à la tête du truc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter plus ici, et comme on le fait souvent nous quand on bosse entre nous, c'est ça, c'est de se dire bah, c'est lui le réal, moi je vais l'aider sur ça parce qu'il veut mon aide sur ça. Et voilà, on s'entraide aussi à ce niveau-là, je pense, c'est de pas oublier ça. On est un petit endroit, il n'y a pas tant de super directeurs de la photo ou quoi que ça, donc je pense qu'il faut beaucoup plus collaborer, en tout cas, c'est l'avantage qu'on a ici, quoi. Ouais, effectivement, juste comme dit Larry, on a quelque part, on est quand même multicasquette, genre on fait plein de choses. Et effectivement, pour chaque projet sur lequel on va bosser, même si on est juste, genre, je dis par exemple scénariste, on va quand même vouloir un peu bosser sur le visuel. Donc on va donc parler au réal, on va dire comment est-ce qu'on voit la chose, sans lui dire c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. C'est vraiment toujours un partage, et je pense qu'en tout cas notre génération, je pense qu'on est vraiment à fond, c'est vraiment quelque chose que l'on partage du coup. Et puis on a tous des façons de raconter des histoires tellement différentes aussi en tant que réalisateur. On pourrait traiter du même sujet mais parler de choses tellement différentes, en fait, j'ai l'impression. Il y a un environnement de l'audiovisuel qu'il faut comprendre aussi, et je pense là où on se positionne va conditionner notre réponse à la concurrence. C'est qu'on est dans un système... Enfin, l'audiovisuel, c'est une économie.
Et c'est un système qui est très subventionné au niveau français. Et du coup, pour beaucoup de boîtes, en fait, la quantité va être intéressante au niveau économique. Et avec cette approche-là, c'est vrai que la concurrence devient problématique. Mais on a des systèmes comme par exemple aux États-Unis ou en général les Anglo-Saxons, où on est beaucoup plus sur la performance et la qualité. C'est la qualité d'un film qui va donner sa valeur et rentabiliser du coup le travail d'une production. Et en fonction de l'approche qu'on a, on peut se sentir plus ou moins en danger par rapport à la concurrence. Après, je trouve qu'on a quand même, en tout cas pour ce que je connais de notre génération, on est vraiment plus orienté sur la qualité, essayer de créer des contenus de qualité plutôt que d'être dans une démarche de quantité et puis économique pure. Parce qu'au final, c'est vrai que je pense que j'ai eu des discussions avec des professionnels et c'est là où j'ai pris conscience de cette vision-là. C'est le fait d'être professionnel, que ce soit un travail pour vivre, on a le risque de perdre aussi la passion si on veut voir ça uniquement comme un objectif économique et donc se diriger vers de la quantité. Et je pense aussi que c'est ce qui limite la qualité dans les productions françaises ou dans la culture francophone en tout cas. C'est à la fois une opportunité extraordinaire de pouvoir émerger, d'avoir ces aides qui sont disponibles, et c'est aussi une limite où on n'est pas obligé de faire de la qualité. En tout cas, on peut avoir un niveau de qualité suffisant qui puisse être diffusé et avoir une rentabilité de l'entreprise. Parce que lorsqu'on est sur un système qui est vraiment plus sur la performance et la qualité, en fait, je pense qu'il n'y a plus la place pour ça. On se doit de s'améliorer continuellement et donc la concurrence est une émulation en fait. Il va nous rester un petit temps de questions, si vous avez des questions. Alors, ne soyez pas timides, jusqu'à preuve du contraire, personne ne mange d'individu ici. Donc, on a tous arrêté en 2013. Ah, c'est bon alors. Ils ont changé de régime depuis. Pas de questions ? On peut vous laisser le mot de la fin, du coup. Quand on a pensé cette rencontre, dans notre programme, on avait inscrit de manière un peu orgueilleuse les enfants du FIFO. Pas dans une idée paternaliste, mais parce que en fait j'en fais partie aussi, c'est pour ça que j'ai le privilège de modérer cette rencontre. Moi aussi j'ai rencontré le FIFO quand j'étais adolescente et vous êtes passé derrière la caméra, moi je suis passée du côté de l'organisation, mais j'ai un parcours différent du vôtre, mais on a à peu près le même âge et on est parti, on est revenu. On espère que la Polynésie de demain soit plus belle et qu'on puisse la donner en image. Personnellement, j'espère vraiment qu'on arrive, nous, à changer les lignes et à inspirer la génération qui arrive juste derrière nous, qu'elle soit fière d'être polynésienne et qu'elle ait envie, elle aussi, à son tour, de prendre la parole et de représenter ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. On peut applaudir ça, s'il vous plaît, quand même ? Merci à tous, merci à Laura aussi d'avoir été notre porte-parole, puisque au final c'est notre génération à tous. Et merci à vous. D'ailleurs, tous les professionnels, vous compris, êtes invités à monter au lounge pour rencontrer France Télévisions.